Salut! Cette vidéo étant encore plus particulière que les précédentes, pour une fois et pour ne pas être interrompu plus tard, je me permets de vous parler dès maintenant de ceux qui, en plus de rendre ce genre de vidéo possible, m'ont donné l'idée de la vidéo du jour, mes sponsors, Displate, qui vous propose une chose très simple, couvrir vos murs de jolies choses, grâce à des posters en métal d'un paquet d'univers, officiels ou non, ou d'œuvres d'artistes indépendants, des posters qui, en plus d'être durables, forcément vu leur nature, sont très agréables à l'œil, et pour les avoir eu entre les mains, agréables au toucher aussi, surtout la gamme des Displate Extra qui sont des posters avec des textures tactiles et des contours en 3D, c'est bon pour l'œil comme pour le doigt. L'autre grand avantage des Displate, c'est qu'ils s'accrochent à vos murs sans avoir besoin de faire de bricolage. Je vous montre, on colle un aimant sur le mur et on y place un Displate. Voilà, si le Displate nous ennuie, on le détache et on y place un autre, ou un autre, ou un autre. Bon, moi j'ai ma petite collection, mais ce n'est forcément qu'une fraction de ce que vous trouverez sur le site. Vous avez des photographies du James Webb Telescope, des illus du Seigneur des Anneaux, des pochettes d'Iron Maiden, un affreux portrait de Gordon Ramsay, ou une pléiade d'autres licences officielles populaires. Perdez-vous sur le site, vous trouverez forcément quelque chose de joli à accrocher sur l'un de vos murs. Si vous êtes intéressé, c'est le moment d'en profiter, c'est la période du Black Friday. Vous avez jusqu'à 44% de promo, et pour la première fois même sur Textra, en passant par mon lien, que vous trouverez, si j'ai fait les choses correctement, dans la description. Bienvenue. Bienvenue. Non. Bienvenue. Aujourd'hui, vous et moi, on va faire deux choses. Premièrement, on va regarder un homme mourir. Mais ça prendra un peu de temps avant d'y arriver. Et donc, secondement, on va visiter un musée, le mien, pour être précis. Peut-être que vous n'avez pas l'habitude des musées, peut-être que ça vous ennuie, que vous ne savez pas faire, que vous ne savez pas quoi regarder, mais je suis là pour vous apprendre. Bienvenue dans mon petit musée personnel. Ce soir, on a les galeries pour nous tout seuls. On se trouve actuellement au rez-de-chaussée, c'est l'étage dédié au portrait de l'homme que nous allons regarder mourir. Vous trouverez toutes sortes de choses dans ces galeries, un mur, une égratignure sur le parquet, un banc, une porte, et puis un tableau. Ah oui, non, bah lui il est pas au bon endroit, il devrait être plus bas. Vous me le descendrez, ok. Bon, quelqu'un me le descendra. Je vous conseille d'ouvrir bien grand les yeux, vous verrez beaucoup de tableaux aujourd'hui, beaucoup de dessins aussi, et ils ont tous, sans exception, été créés par cet homme. Je vous présente William Charles Hooter-Mollon. Mais on l'appellera juste William. Je vais pas vous faire une description détaillée de sa vie. Il est né aux États-Unis, école d'art aux États-Unis, puis à Oxford en Angleterre, artiste. C'est un artiste, un peintre plus précisément. Là, il a 22 ans, j'aime beaucoup ce dessin, il est assez petit, il fait 28 cm sur 21, des gros coups de crayon, des oreilles disproportionnées, un visage tout en longueur, un front très blanc, mais moi surtout j'adore ses yeux, j'ai l'impression qu'ils veulent me dire plein de choses différentes. J'ai surtout l'impression que les deux ne disent pas la même chose. Pas la même chose, l'œil droit est étroit et terne, et le gauche est large, concentré. En histoire de l'art, le dessin a toujours eu un rôle ambigu. Il peut être une étape de l'œuvre, un entre-deux, comme il peut être sa fin. Il peut être esquissé en quelques traits de graphite ou travaillé avec précision. Et ce dessin, il rappelle cette ambivalence, un œil droit flou, un œil gauche net. Bon, quoi qu'il en soit, j'ai l'impression de regarder quelqu'un de brillant, je sais pas pourquoi, quelqu'un de sûr de ce qu'il est. Bon, on a plein de tableaux à regarder, on va pas s'attarder. Là, c'est l'étage des portraits, je vous le disais. On y trouve beaucoup d'autoportraits. C'est pratique parce qu'on peut voir l'évolution de William au fil des années. Celui-là, je l'aime bien. On quitte le dessin, ça c'est une peinture à l'huile. Il a 24 ans là, dans ce qu'on appelle un portrait au pied. Un portrait d'un individu de la tête... voilà, de la tête aux pieds. Ici, William est jeune en tout point. La tenue, la posture, le regard. Je comprends pas trop son regard. J'aime bien sa posture. Un brin d'herbe, un jeune. Il a presque l'air d'être pris sur le vif, dans un instant de vie. Et c'est une idée qu'on doit probablement à la photographie. La peinture, comme tous les arts, elle est impactée par les arts voisins, et il est toujours intéressant, même si absolument pas nécessaire, de prendre le temps de regarder autour pour comprendre ce qu'on a sous les yeux. Bon, voilà, ces autoportraits vont nous servir à voir William vieillir, je vous le disais, mais le peintre dessine autre chose que lui-même, à commencer par la personne la plus importante de sa vie, voilà, Patricia. Patricia, qu'on appellera souvent Pat, c'est la femme de William. Ils se sont rencontrés quand le peintre est arrivé à Londres pour étudier à Oxford. Lui, il est artiste, elle est historienne d'art. C'est un joli couple, rapidement marié. Et j'aime bien ce que Pat dégage ici. Elle paraît intelligente, posée, peut-être un poil déconnectée, ce qui est possiblement dû au fait qu'habituellement, dans ce genre de portrait, la tête est de face et le buste de 3/4. Ici, c'est l'inverse. Elle est déconnectée, un peu déconnectée. J'imagine que c'est long de poser, en même temps. Mais elle a épousé un peintre, et c'est loin d'être la dernière fois qu'elle posera pour lui. Je dis pas qu'elle aime pas, hein. En fait, j'en sais rien. Je regarde juste la toile, comme vous. En tout cas, il y a de la tendresse, dans les yeux de Pat comme dans la touche de William. Elle est texturée, avec des tons pastels. Il ne dessine pas n'importe qui, il dessine une personne pour laquelle il ressent une tendresse sincère.
Bon, voilà, maintenant que vous connaissez Pat et William, on va pouvoir passer à la suite. On aurait encore beaucoup de portraits à regarder ensemble ici, mais je suis assez pressé de vous montrer l'avant-dernier étage. Donc on va descendre. Le temps du trajet, je vous explique rapidement le fonctionnement du musée. Ce dernier est entièrement dédié à la carrière de Monsieur Woutermolen. Son parcours artistique est très simple à comprendre, il est divisé en 6 grosses parties, 6 grands cycles de peinture. En gros, chaque étage qu'on va visiter, c'est un cycle de peinture différent, et plus on descend dans les étages, plus les années passent dans la carrière du peintre. En gros, on va le voir vieillir au travers de ses peintures. Bon, on passe le premier cycle de William, c'est un cycle qui s'appelle le Mythologicals. J'en ai aucune peinture ici. J'ai un peu honte, j'ai pas réussi à en dénicher, mais j'ai laissé un étage vide malgré tout, le -1 en hommage. Voilà pourquoi on descend plutôt directement au -1. Et d'ailleurs on y arrive, je vous laisse me suivre. Bienvenue au -2. Voilà l'étage du cycle de Dante. William, en 1965, alors qu'il a 33 ans, 32 ans, il est fasciné par le fait que dans l'Italie du XVe siècle, n'importe qui était capable de citer des passages du grand poème de Dante Alighieri, la Divine Comédie. C'est un long poème qui raconte le voyage de Dante en enfer, puis au purgatoire, et puis au paradis. C'est l'un des premiers grands textes à avoir été écrit en langue vulgaire florentine plutôt qu'en latin, et ça l'a rendu accessible à un public beaucoup plus large que les élites lettrées de l'époque. Et William, lui, c'est un homme du peuple. Il est enfant d'immigrés de première génération, il naît dans le sud de Philadelphie, il fréquente des classes sociales moyennes et ouvrières, et pour lui, le fait qu'un commerçant, qu'un ouvrier soit capable au XVe siècle de citer des passages de Dante, ça lui parle très fort. Dante, on l'appelle le poète des cordonniers et des boulangers, comme le père de William. Et donc, ce dernier base son second cycle sur l'une des parties de la Divine Comédie. Je vous laisse deviner laquelle. C'est l'enfer. Évidemment l'enfer. William a peint 34 tableaux pour les 34 cantos, les grosses sections du poème de la Divine Comédie, et notre peintre tente des choses. Il expérimente, c'est le moment pour lui de jouer avec les grands courants du moment, de mélanger les traits précis, les couleurs vives du pop art, une étude approfondie du nu, très académiste. Ici, l'enfer reste un espace abstrait, quasiment monochromatique, ce qui permet de se concentrer sur les figures. Il tente des choses, il se développe en tant qu'artiste. Il est exposé à la galerie Marlborough, à Londres, en 69, et il n'est pas très bien reçu. En tout cas, les critiques sont mitigées. Mais c'est que le début de sa carrière. Le musée est vaste, on peut encore descendre. Je vous ai même pas appris à regarder un tableau, en fait. J'aurais dû le faire depuis le début, donc je vais m'en charger au -3. Mais d'ailleurs, on y arrive. Nous voilà au rez-de-chaussée. Ah non. Nous voilà au -3. Après Dante, en 1969, William passe au cycle des Mummers, inspiré de son enfance, et je vais pouvoir m'en servir pour vous apprendre à regarder un tableau. Déjà, quand on veut regarder un tableau, on ne regarde pas n'importe quel tableau. Comme on cherche à prendre le temps de regarder, et que les musées sont pleins de tableaux, on doit en trouver un qui nous parle. Celui-là, par exemple, moi je m'en fous, donc je passe. Lui aussi, je m'en fous. Ah! Avec lui, chez moi, il se passe quelque chose. Maintenant qu'on a notre œuvre, faites comme moi. Pour regarder un tableau dans une galerie d'art, il faut se placer bien au centre. À un autre moment, un autre endroit, ça vous demandera parfois d'attendre ou de jouer des coudes, mais ce soir on a le musée pour nous tout seuls. Vous et moi. Ok, maintenant, important, peut-être même la seule chose qui importe en regardant ce tableau, est-ce que vous ressentez quelque chose ? C'est ça l'art, du moins ma vision de l'art, puisque la question est en vérité débattue, et je pense que c'est la meilleure manière de commencer à regarder. C'est tout ce que je veux vous apprendre, très simplement, à ne pas passer au tableau suivant sans vous arrêter, ou à juste lire le cartel, le petit panneau qu'on trouve en dessous. Je veux pas que le tableau passe sous vos yeux comme n'importe quel autre objet de la salle, je veux que vous vous posiez et que vous le regardiez pour de vrai. Regardez ce clown, vraiment. Qu'est-ce que vous y voyez ? Moi, je peux vous donner mes réponses si vous voulez. Elles sont banales, hein, vous allez voir. Je vois un homme triste, un peu pathétique. Son visage couvert de poudre blanche qui descend même pas jusqu'à son cou, son petit chapeau pas centré, ses commissures de lèvres tombantes, ses larmes dessinées. Moi, j'aime pas les clowns, de toute manière, même si je trouve celui-ci un peu touchant. Et puis j'apprends le contexte du tableau. Ce tableau, c'est pas une représentation de clown, c'est la représentation d'un homme déguisé en clown. Enfin, vous me direz que tous les clowns sont déguisés, mais là, ce que je veux dire, c'est que c'est pas un clown de profession, quoi. Et il s'est déguisé en clown. Oh, c'est bizarre, du coup. Bon. Toute la collection, en fait, ce sont des représentations de gens déguisés, et ils participent à la grande parade de fin d'année de Philadelphie, qu'on appelle la Mummers Parade, en français, la parade des mimes. C'est une tradition qui a commencé en 1901, donc ça date, et les costumes sont magnifiques et prennent pour la plupart des mois à être confectionnés.
C'est riche et c'est créatif et c'est beau à voir, et le peintre de notre tableau, étant né dans le sud de Philadelphie, il connaît bien. Il y a assisté étant enfant. Tous les tableaux de cette collection, ce sont donc des représentations, des souvenirs de William, de gens costumés. Et ça fait beaucoup de couches. Mais bizarrement, en le sachant, quand je reviens à notre clown, je vois autre chose. Plus je le regarde, plus je le trouve apaisé en fait. Comme s'il maîtrisait sa situation, comme si son masque, c'était pas lui, comme s'il restait authentiquement lui-même malgré son apparence. Et puis parfois je le retrouve triste, voilà, ça dépend. Peut-être que vous ressentez la même chose que moi, peut-être pas. Mais mes pensées et vos pensées, elles ne sont ni bonnes ni mauvaises. Ou plutôt, si elles sont sincères, elles sont forcément bonnes. Je peux ressentir l'exact inverse de ce que le peintre veut chercher à me faire ressentir. Si c'est sincère, c'est l'exact bon ressenti. Vos idées sont des bonnes réponses. Vos questionnements sont des bonnes réponses. Et mes doutes, si je comprends pas? Ouais, voilà. Vos doutes, vos incompréhensions, tout ça c'est bon. Tout ça c'est bien. En tout cas, on peut voir et ressentir des choses différentes en apprenant plus sur le tableau. Ceci dit, peut-être que ce clown ne vous a rien inspiré, à vous. Moi, cette non-inspiration, cette non-émotion, ça me l'a fait très fort pour un autre tableau du même peintre, de la même collection, et donc toujours des représentations de la Mummers Parade. J'avais lu que c'était le meilleur tableau de la collection, alors je suis allé le voir, j'ai regardé. Bon déjà c'est un gros morceau, il fait 1m80 sur 3, c'est bien, mais je ressentais rien en fait. Sincèrement je m'en foutais du fond du cœur, je me suis dit, même en le regardant pendant 10 minutes, j'en aurais absolument rien à faire. Alors j'ai décidé de vraiment le regarder pendant 10 minutes, j'ai fait ma petite expérience. J'ai tout regardé, les mains, les visages, cette colonne bizarre, au-dessus de ça la tête de mort là, le fond bleu, les étoiles et les bandes blanches et puis les rouges. Je regarde, j'essaye de patienter, mais après 3 minutes c'est impossible pour moi de tenir plus longtemps. Je m'en fous sincèrement du fond du cœur, je saurais pas le dire autrement. Du fond du cœur je m'en fous, même avec le contexte de la collection ça me fait rien. Et puis je tombe sur un bout de texte qui m'en apprend encore plus. Initialement, ce tableau, il représente des mummers, donc des participants de la parade, affublés de tenues patriotiques américaines. Ils ne le savent pas, mais ils sont surplombés des 4 cavaliers de l'Apocalypse. Et petit à petit, au fur et à mesure des versions du tableau, les mummers sont progressivement recouverts par le drapeau américain. Alors moi les cavaliers je m'en fous, je devrais peut-être pas, ce que fait Utermohlen est intéressant, c'est une analogie accusatoire entre l'impérialisme américain et les cavaliers de Dieu. Pourtant ça me fait rien. En revanche, le fait de savoir que ces hommes ont été, au fur et à mesure du temps, avalés par des couches successives de peinture, ça a commencé à éveiller quelque chose en moi. Pour ces 2 tableaux, en apprendre plus m'a permis de ressentir plus. Ça c'est intéressant à noter. Tout cet étage du musée ne contient que des tableaux de mummers. Il y a un autre clown, ou un mime. Il y a ce type. Alors lui, pour le coup, contexte ou pas, il est triste, hein, ou fatigué, grosse journée. Il y a ce tableau, que j'aime beaucoup. C'est du flamboyant dans les rues tristes de Philadelphie. C'est un petit soleil qui sépare le gris, comme Moïse. J'ai l'impression de regarder un univers entier, condensé, porté par 2 pieds qui déambulent dans les allées froides d'une grande ville quelconque. J'aime bien cette collection, les Mummers. William continue à être créatif, il se plonge dans son identité, dans ses origines, sa jeunesse dans le sud de Philadelphie, et surtout, dans ses opinions politiques. Bon, je le dis surtout parce que ça lance correctement notre descente à l'étage d'en dessous. -4. Jolie plante. William n'aime pas le gouvernement états-unien, je vous le disais. Il peint les tableaux de cette collection en 1972, quelques années après le vrai lancement de l'engagement militaire des États-Unis au Vietnam. Au total, c'est plus de 3 500 000 Américains qui sont envoyés au front, souvent des jeunes, qui ne comprennent pas ce qu'ils font là-bas. Des gamins paumés, parfois enthousiastes à l'idée d'aller défendre ce qu'ils pensent être les intérêts de leur patrie en Asie, souvent juste des gars qu'on a enrôlés de force. Des millions de jeunes hommes qui voulaient devenir médecins, ou boulangers, ou artistes qu'on arrache à leur famille, à leurs amis, pour aller se battre à des milliers de kilomètres de chez eux, dans une jungle étouffante, pour éviter l'expansion du communisme en Asie du Sud-Est. Nickel. Tout ça pour perdre en plus. William, il trouve la chose absurde. C'est sale, c'est honteux, c'est triste. C'est ça qu'il peint. Ça, c'est la peinture à l'huile que je préfère de cette collection. C'est vert, c'est la jungle. Le trait est précis. 2 hommes en encadrent un autre, au centre, probablement mort. Un petit gars, comme eux. Sauf que lui, il est mort. Il est étendu sous une plante qui rappelle un palmier. C'est pas anodin le palmier. Dans l'iconographie chrétienne, c'est un signe de martyr. Ce qu'on appelle la palme du martyr, c'est l'attribut des saints qui ont subi le martyr. Et si la blancheur cadavérique du soldat du milieu est expliquée par sa mort, celle des hommes qui le gardent, une blancheur identique, s'explique moins. Sont-ils vraiment vivants ? Les traumatismes de la guerre du Vietnam n'ont-ils pas tué leur humanité, éteint leur flamme ? Ne sont-ils plus que des coquilles ? William plaint ces hommes. C'est du gâchis. Mais c'est pas notre histoire, à nous. La nôtre, elle nous demande de continuer à descendre. Et on arrive bientôt à ce qui nous intéresse vraiment. Bienvenue à l'étage du cycle des nus. Tout est doux,
couleur peau. Plein de peaux différentes, vous voyez, on a de quoi faire sur les murs. William, comme beaucoup de peintres, il apprécie le travail de représentation des corps nus. Pour des peintres à la touche réaliste comme lui, l'étude anatomique du modèle, elle est prioritaire. Comprendre les corps, c'est essentiel. Et ici, il les représente d'une manière qui me plaît beaucoup à moi. Ce sont des corps normaux, des corps de vrais gens. Et ce qui renforce encore cette impression, c'est là où il se trouve. Cette femme, c'est pas seulement une femme nue, c'est une femme nue sur une chaise. Cette femme non plus n'est pas seulement une femme nue, c'est une femme nue sur une table. Comme elles sont représentées sur des objets très liés à la maison, au foyer, on a encore plus l'impression de partager l'intimité de la peinture. C'est comme quand on est nu en portant des chaussures. On se sent encore plus nu que si on était nu sans chaussures. Et bien, de la même manière, le fait de voir ces gens intégrés à leur environnement renforce ce sentiment d'intimité, déjà important pour moi, provoqué notamment par le fait, encore une fois, qu'on ne regarde pas des corps idéalisés, mais des vrais corps de vrais gens. Rien n'est beau que le vrai, disait Boileau. Bien, bel étage, mais on va continuer à descendre. On arrive bientôt au bout. Le prochain étage est très important. Il est essentiel. Et je suis très pressé de vous en parler. Le prochain étage est très important. Il est essentiel. Et je suis très pressé de vous en parler. Après les nus, William doit bien admettre que sa carrière n'atteint pas les hauteurs souhaitées. Il consacre plus de temps à l'enseignement et il laisse petit à petit la peinture de côté. Il réalise malgré tout 2 grandes fresques pour une synagogue et pour un hôpital, mais sa carrière, lentement, ralentit. Bienvenue au rez-de-chaussée. Mais au moins 6. Oh, ouais, ok. Bienvenue au -6. C'est très important, essentiel, et je suis très pressé de vous en parler. C'est très important et essentiel. Et je vais vous en parler, d'ailleurs, puisqu'on y est, celui-ci c'est quelque chose, cet étage. C'est l'étage de mes tableaux préférés de William, et de loin. C'est l'étage du cycle des conversations. On est en 1989, quasiment 20 ans après le cycle des nus, et William, qui a maintenant 56 ans, et sa femme Patricia, déménagent dans l'ouest de Londres, dans le quartier de Little Venice. Dans le quartier de Little Venice. Ils emménagent dans un appartement, en hauteur, avec une vue dégagée d'un côté et de l'autre. Surtout, la lumière y est très belle. Et chez William, ça provoque quelque chose. Une explosion de créativité, un désir très fort de peindre. Alors il peint. Il peint des scènes de leur nouvel appartement, et c'est là que je vous demande de vous concentrer. Il peint W9, une conversation entre Pat à gauche et une amie à droite. Il peint Maida Valley, une nouvelle conversation à laquelle Pat participe. Et encore, avec Night. Il peint Conversation, un tableau qui représente à nouveau une conversation entre Pat et un ami, toujours dans la cuisine. Il peint Bed. J'aime beaucoup ce tableau. On y voit Pat à droite qui lit un livre, un chat sur les cuisses. On y voit William à sa gauche, assoupi, un chat au bout des pieds. On voit le reflet de William dans le miroir, à gauche. On y voit une porte verte. Et au milieu de toutes ces pièces, William peint mon tableau préféré de tous ceux qu'il a peints, toutes collections confondues. Snow. Ça, c'est du tableau. Il est grand, c'est la pièce centrale de la collection. Quand j'ai découvert les œuvres de William, c'est celui-ci qui m'a sauté à la gueule. Les formes, les couleurs, l'agencement, le contraste entre le dehors, froid et gris et immobile, et le dedans, chaud et clair et actif. Ce tableau me parle, ça gratte un truc dans mon cerveau. Ça gratte aussi quelque chose dans le cerveau de William. Cette collection n'est pas anodine, analysons-la simplement. Les couleurs sont extrêmement vives, sensoriellement c'est puissant. Il y a beaucoup de jaune, c'est une couleur chaude, et la couleur préférée de William. La perspective part dans tous les sens. Dans Snow, l'extérieur fait sens, mais l'intérieur est chaotique, un fouillis de lignes de perspective. On voit le bol d'orange droit, on voit la table du dessus, on voit William presque de face, on voit l'escalier... Bon, je ne saurais même pas décrire l'escalier en fait, mais là où toutes ces choses sont côte à côte, là où elles devraient être sur le même plan, mais elles ne le sont pas. La perspective est chaotique, ici, comme dans Night, comme dans Conversation, comme dans Bed. On craindrait presque de voir William rouler. Avec cette collection, le peintre veut peindre la vie de l'appartement. Les petites conversations, les petits moments, les lieux de partage, les verres de vin, les regards dans les yeux, les chats sur les jambes, les coudes sur les tables. William veut peindre la vie modeste. Une vie qu'il aime sincèrement, une vie de partage et de petites touches d'amour et de créativité retrouvées. Bon, maintenant permettez-moi de faire un petit détour avant de visiter le dernier étage. Cette porte verte n'arrête pas de se déplacer sans que je lui demande. Il s'agirait finalement d'en faire quelque chose. Voilà le cerveau de William. Un cerveau sain, a priori, d'homme de 56 ans. Mais pas tout à fait. On est en 1990 et il se passe quelque chose. Dans ce cerveau, 2 protéines s'accumulent de manière anormale. La protéine bêta-amyloïde qui forme des plaques entre les cellules nerveuses et la protéine tau qui provoque des enchevêtrements à l'intérieur des cellules.
Ce que ça crée, c'est une perturbation de la communication entre les neurones, ce qui entraîne, à terme, leur destruction. William Houter-Molen est atteint de la maladie d'Alzheimer. Et il ne le sait pas. Et au début, en 1990, tout va bien. Déjà parce qu'il ignore ce qui est en train de se produire dans son cerveau, ensuite parce que l'accumulation des protéines est lente, on a le temps. William peint, tranquillement, sa petite vie modeste et ceux qui la partagent. Sauf que nous, on sait ce qui est en train de se passer. Et en retournant voir les tableaux de cette collection, on peut déjà apercevoir quelques problèmes. Déjà, la perspective. Il y a la possibilité d'un choix artistique. Houter-Molen parle beaucoup du cubisme de Braque et de Picasso, et c'est pas la première fois qu'il joue avec les lignes, mais ici c'est quand même particulièrement chaotique. La désorientation, c'est l'un des symptômes d'Alzheimer. Tu parles à qui? Spectateur. Je t'avais dit. Je leur montre le musée. Tu m'as parlé? Oui, je dirais que William n'est soit pas sur les tableaux qu'il peint, soit il y est isolé. Il n'apparaît que dans 2 tableaux, Bed et Snow. Dans ce dernier, on trouve à table sa femme et 4 amis, qui boivent du vin, du café, qui discutent, c'est un joli cercle de chaleur humaine. Mais William, lui, il est à droite. Il est seul sur son petit canapé, un chat dans les bras, donc pas tout à fait seul, mais ça reste un animal. En plus de ça, le peintre est représenté différemment. Alors qu'ils sont à côté, lui est vu de face, les autres sont vus d'en haut. Il n'est pas seulement isolé physiquement, il est aussi isolé dans son plan de perspective à lui. Dans Bed, il est à côté de sa femme, mais endormi, et il lui tourne le dos. Encore une fois, pas tout à fait seul, et pourtant coupé. La seule personne qui lui fait face, c'est son reflet, dans le miroir. Il est seul avec lui-même. Seul avec un cerveau qui commence à pourrir sans qu'il en soit conscient. J'ai lu une analyse intéressante de la collection par un docteur du nom de Patrice Pollini. Chaque titre souligne, selon ce docteur, la nature spatiale et temporelle des tableaux de la série. Maida Valley, c'est le quartier, W9, c'est le code postal, Bed, c'est la pièce, Conversation, c'est l'événement, Night, c'est l'heure, et Snow, c'est la saison. Il en représente aussi beaucoup d'impressions sensorielles. Le café, le vin, la cigarette, les voix, le chaud, le froid. On trouve aussi le café, le vin, la cigarette, les voix, le chaud, le froid, et tout ça, c'est comme si William essayait, avec une perception inconsciente de ce qui lui arrivait, de préserver sur la toile ses repères spatiaux, ses repères temporels et ses repères humains, ses amis, et surtout, sa femme. Pat, c'est son encre, c'est son cœur, c'est son tout. On fait aussi l'hypothèse qu'au travers de ces tableaux, dont Patricia est le point central, William essaye de parler à sa femme, de lui faire comprendre ce qui est en train de lui arriver. Patricia ne comprend pas, évidemment. William lui-même non plus, en vérité. Le dernier tableau de cette collection, il est achevé en 1991. À ce moment-là, William peint dans la mezzanine de leur appartement. C'est ça qu'on voit en haut de l'escalier dans Snow. Sauf qu'il n'est pas satisfait de l'endroit. Il adore peindre cet appartement, mais pas tant y travailler. Alors il loue un studio à l'extérieur, dans l'est de Londres. William fait régulièrement le trajet entre les deux, vers le studio pour retrouver ses tableaux, vers l'appart pour retrouver sa femme. Et puis le peintre, un beau jour, se perd. Il ne trouve plus le chemin du studio. Et il était en l'air. Et puis il se perd encore une fois. Et encore une fois. Je trouve plus mon studio. Pat, c'est à l'ouest, tu me dis, hein. Et puis il commence à manquer des rendez-vous, de plus en plus. Vraiment en tête en l'air. Et c'est là que le couple commence à comprendre qu'il y a un problème. Curieux et un peu inquiet, Will et Pat décident d'aller voir un professionnel pour comprendre ce qui ne va pas. C'est là qu'est fait le diagnostic de la maladie, et c'est là que commence la fin. Vous savez ce que ça fait que de savoir qu'on a Alzheimer? Déjà, vous savez que vous allez mourir. Vous avez 15 ans, avec un peu de chance, et puis tout s'arrêtera. L'appartement, les chats, les amis, la lumière, les cafés, les sourires, les caresses, les mains dans les cheveux. Patricia. Je vais pas épiloguer sur la mort, c'est facile, je crois, d'imaginer l'angoisse qu'on ressent quand on est encore raisonnablement jeune et qu'on apprend qu'on n'a plus qu'un petit bout de vie à vivre. Ce sur quoi je peux épiloguer, en revanche, c'est sur ce qui est prévu avant que la fin arrive. Bienvenue au rez-de-chaussée. Non, bienvenue au -7. Oui. Le dernier étage de mon petit musée, consacré exclusivement à ce que William peint et dessine à partir du moment où il apprend qu'il a Alzheimer. C'est le rez-de-chaussée ici? C'est bien ça. On est tout en haut, et il nous reste beaucoup à voir. À qui tu parles? Eh ben à toi. Tu me posais la question. Quelle question?
Après son diagnostic, à l'hôpital, un infirmier du nom de Ron Isaacs conseille à William de continuer à peindre. Non seulement parce que ça peut l'aider à rester ancré dans la réalité, mais aussi parce que les tableaux produits seraient particulièrement intéressants et étudiés de manière scientifique. Alors William, pour ces deux raisons, n'arrête pas de peindre. Voilà son premier tableau après son diagnostic. Blue Skies, qu'il s'appelle. William a peur, il a très peur. Il peint précipitamment sa réaction à l'annonce de sa maladie. La pièce est très vide, 3 objets et William. Aucun outil de peinture. Le trichromatisme de la pièce en fait un objet curieux. L'ocre de la table se fond avec le mur, le bleu du ciel est aussi celui du sol, le blanc de la peau, des vêtements et de la présence lumineuse sert de réau. Il y a une grande fenêtre qui ouvre sur le ciel. Aucun relief dehors, juste le grand bleu, infini. Le peintre est courbé, le regard vide. Sa main droite est agrippée à son verre, sa main gauche au bord de la table, comme pour éviter d'être emporté, d'être aspiré. Vous regardez un homme qui a peur de partir et qui s'accroche à ce qu'il peut. Le tableau mesure 1m52 sur 1m22, c'est sa taille de tableau préférée pour les grands tableaux, comme ceux du cycle de danse. C'est ceci dit le dernier grand tableau que William peint. Ses prochaines productions sont plus petites, plus modestes. La suivante, par exemple, c'est un dessin au crayon, de 29 cm 5 sur 21. On reconnaît immédiatement la pose de Blue Skies. Ici, ceci dit, William, il n'est pas voûté, il n'est pas accroché à sa table, il est complètement effondré. Il paraît mort. Le corps que le peintre a pourtant tant travaillé à représenter dans sa justesse commence déjà à fondre. Le bras qu'on voit sous la table, il a même pas l'air d'être accroché à son épaule, mais de sortir de son abdomen. Son prochain dessin est moins fort, plus classique. C'est un autoportrait avec son chat, l'ensemble visiblement incomplet. Et je disais, voilà, on est au rez-de-chaussée et on trouve des portraits de William. Là, il a 22 ans. Là, il a 22 ans. J'aime beaucoup ce dessin, il est assez petit, il fait 28 cm sur 21. C'est des gros coups de crayon, des oreilles disproportionnées. À qui tu parles? Le prochain tableau, il est pas beau. Lui, il est lourd. La transition est violente. William devient l'ombre de lui-même, les couleurs sont fortes et déprimantes. Le jaune qu'il aime tant disparaît, remplacé par du rouge, la souffrance, le vert, la maladie, et le noir, la mort. Le noir est vraiment pesant, les traits sont pâteaux. William perd lentement sa capacité à peindre, son geste s'alourdit, le bras comme plongé dans du goudron. La main qu'il a entraîné, le geste qu'il a affûté pendant des décennies d'études et de pratiques, il voit tout, lentement, pathétiquement, régresser. Oublier plus rapidement qu'il a appris. Comme s'il était arrivé tout en haut de son seau et qu'il n'avait plus rien d'autre à faire que de se regarder tomber. Son propre cerveau est en train de lui arracher la possibilité de faire ce qu'il aime le plus, l'activité qui le définit en tant qu'individu. William? La partie avant du crâne de William. Oui, l'endroit où on lui a dit que résidait la maladie, elle est bien entourée, bien dessinée. Son regard est presque mort. J'ai l'impression de retrouver un peu de vie dans son prochain. Ici, ses yeux sont pas morts, mais ils sont fatigués malgré tout. Et pourtant, ils sont l'élément le plus soigné. Et pourtant, ils sont l'élément le plus soigné de toute la composition, ce qui facilite l'empathie. C'est mieux, mais ça va toujours pas. Parce que je sais que William est mangé à petit feu. Des gamins paumés, parfois enthousiastes à l'idée d'aller défendre ce qu'ils pensent. Il n'y a pas de remède à Alzheimer. Personne ne guérit jamais d'Alzheimer. Si tu l'as, tu sais ce qui va se passer. Tu sais que ce que tu es en train de vivre, à ce moment-là, c'est le meilleur état dans lequel tu seras jamais plus. Chaque jour qui viendra sera pire. Il a la tête penchée en avant, ses joues sont tombantes, son regard est résigné, fatigué. La partie avant de son crâne est encore bien délimitée. Sa maladie l'obsède. Mais il continue à se battre. Chaque autoportrait complété, William le montre à son infirmier, Ron, et ce dernier, en retour, il passe au studio du peintre pour photographier ses œuvres. L'infirmier est non seulement intéressé par la combativité d'Utermohlen, mais ses peintures représentent une ressource scientifique inestimable, dont sera d'ailleurs tirée une étude médicale, publiée en 2001 dans le Lancet. Mais quel jour, William? William, lui, il essaye de survivre. Il s'accroche à la vie, il sait qu'il part, il sait ce qu'il perd. Il est régulièrement testé par des docteurs. Vous savez vous quel jour on est, monsieur Utermohlen? Et quel mois? Quelle année? Où est-ce que vous vous trouvez?
Essayez de retenir cette liste de mots. Voilà une addition, trouvez le résultat. Est-ce que vous reconnaissez cet objet, William? Et cette forme, William? Je sais pas. Le reste, non plus. Mais je t'ai pas posé de questions. Tu m'as demandé. Le cerveau de William se fait grignoter, assez pour rater ses tests, pas assez pour ne pas s'en rendre compte. Il sait ce qui se passe. Les docteurs testent un cerveau presque mort, et le cerveau est encore assez en forme pour en souffrir. William, Ces mêmes docteurs lui annoncent que le diagnostic de la maladie ne sera pas absolument certain avant qu'il ait été autopsié, après qu'il soit mort et que son corps soit découpé. À partir du moment où il l'apprend, cette idée l'obsède. Il en parle tout le temps. Ils vont découper ma tête. Ils vont m'ouvrir le crâne et me cisailler le cerveau, et l'observer de près. Ils vont découper ma tête. Ils vont me découper. Et tu seras toute seule. mais je t'ai pas posé de questions. J'oublie. Je sais que j'oublie. J'oublie les autres et je m'oublie moi. Perdre ses souvenirs, c'est pas juste laisser filer des prénoms ou les images de ce qu'on a fait hier. Ce qui fait de nous, nous, c'est aussi des souvenirs de ce qu'on a fait, de ce qu'on a pensé. Imaginez vous réveiller un beau matin sans n'avoir pas la moindre idée de ce que vous avez fait avant de vous réveiller. Et pas seulement hier, mais le jour d'avant et le précédent. Imaginez regarder en arrière et ne rien voir. Aucun souvenir, aucune pensée, aucun visage. Vous êtes juste assis, effrayé, sur votre lit, à vous demander ce que vous faites là, à vous demander qui vous êtes. Et le temps que vous vous penchiez sur la question, apeuré, épuisé, le temps que vous commenciez à remettre des pièces en ordre, vous oubliez tout. Votre cerveau toujours plus sévèrement rongé par la maladie. Et vous recommencez. Un réveil, apeuré, une inconnue qui vient vous rassurer et vous dire qu'elle vous aime. Vous qui luttez avec vos souvenirs. William meurt, tous les jours, sans se souvenir à chaque fois de ses morts précédentes. Bienvenue. Son visage est asymétrique, il attend la mort, la vraie, mais il peint. C'est un petit miracle, hein. S'il est capable de continuer à peindre, c'est qu'il garde un morceau de conscience intact, qu'il n'a pas complètement perdu pied avec les réalités. C'est un miracle, une bonne nouvelle. Sauf que non. Le dernier refuge face à la souffrance, face à la terreur, idéalement avec Alzheimer, c'est l'oubli. L'oubli qui vient calmer, qui vient effacer, qui vient anesthésier. Mais voir William continuer à peindre aussi longtemps, c'est comprendre qu'il ne perd pas complètement pied. Il ne perd pas assez pied pour ne plus savoir qu'il perd pied. Et il souffre encore plus violemment de ce qui lui arrive. Chaque jour de plus à ne pas s'enfoncer plus sévèrement dans la folie, c'est un jour de plus à souffrir. Il peint, une dernière fois, sa femme, Patricia. Et j'aime bien ce que Pat dégage ici. Elle paraît intelligente, posée, peut-être un poil décrié en plus d'être difficilement reconnaissable, ne ressemble plus vraiment à ça. En 97, elle a même plus les cheveux rouges, mais William, à ce stade, il peint de mémoire, enfin des bouts de mémoire qui sont pas encore détruits, des souvenirs plus profonds, plus profondément enfouis dans les replis de son cerveau. Contrairement au portrait précédent de Pat, ici elle regarde William. Elle est dévouée. Elle voit son homme partir, sa conscience se délier, mais elle n'hésite pas à poser en le regardant droit dans les yeux. Dans bed, il est à côté de sa femme, mais endormi, et il lui tourne le dos. Malgré l'acidité de l'orange et des proportions curieuses, on retrouve une certaine tendresse dans le regard de Pat. Elle semble heureuse de poser pour l'amour de sa vie, qui lui rend bien son dévouement. Ce tableau, c'est l'une des pièces les mieux réalisées de la série. Par moments, William, il comprend très bien ce que vit celle avec laquelle il a partagé sa vie. Quelle horreur de voir celui qu'on aime partir, et de le voir partir de manière si difficile. Aujourd'hui, c'est lundi, William. Il la voit, le regarder, s'oublier. Il la voit, le regarder, ne plus savoir compter, ne plus savoir parler, ne plus savoir se souvenir du chemin de sa chambre. Il sait qu'elle sera seule une fois qu'il sera parti. Il sait qu'elle pleurera. Il imagine peut-être qu'elle sera soulagée. Tu m'entends, mon amour? Vous imaginez? Pensez que sa compagne puisse être soulagée de notre mort? Vous imaginez savoir que votre aimée, avec laquelle vous vivez depuis des décennies, va devoir encaisser seule l'immense souffrance générée par la maladie? Qu'elle va devoir regarder dans les yeux, potentiellement pendant des années, un homme qui ne la reconnaîtra pas, qui la regardera comme une inconnue, de passage. Qu'elle devra vous nettoyer, vous nourrir, vous habiller, les gestes doux d'une femme qui aime un homme qui aime encore, les gestes doux d'une femme qui aime encore un homme déjà parti. Bienvenue. Qui n'a laissé derrière lui que sa coquille, petit amas de chair sans conscience. William le sait tout ça. Il n'y peut rien. Il n'a pour lui que son désespoir. Il n'y a pas de remède à Alzheimer. Personne n'en n'en guérit. Jamais. Il est enfermé. Pas de sortie. Sa tête est étroitement coincée entre les lignes. Il ne se reconnaît peut-être plus. On ne sait même pas s'il a encore conscience de lui-même. William, Il n'arrive plus à peindre à lui. Il n'arrive plus. On reconnaît plus William. Le tableau a été griffé peut-être par frustration. Il supportait plus de plus pouvoir peindre, de plus se reconnaître.
Je t'aime. Je suis là, mon cœur. Il s'oublie. William.